Eh bien, chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouveau podcast Laurent Hott. Bonjour Laurent. Bonjour Francis. Alors Laurent, euh, tu es éducateur, tu es enseignant, directeur d'école, tu as exercé ces fonctions pendant pas mal d'années. Tu es aussi formateur, toujours en travail social. Tu as fait des études, un doctorat en philosophie politique. Tu es un formateur, un chercheur indépendant. Euh, Tu es l'un des pionnier d'une approche du développement social local digne de ce nom, si j'ose dire, et un des fondateurs des théories et techniques de la pédagogie sociale en France, Oui, œuvre dans laquelle tu continues à exercer. Tu es auteur de plusieurs ouvrages. Alors, je suis allé voir sur ton site. Alors, je savais pas qu'il y en avait autant, hein. J'ai dénombré pas moins de 18 ouvrages, quand même. oui, Euh, et il y en a notamment un qui m'a particulièrement captivé quand je l'ai lu, c'est Philosophie de la précarité. Alors, euh, j'ai trouvé cet ouvrage important et justifiant de vouloir le diffuser, en parler. Et c'est pour ça que je t'ai invité à ce podcast pour que tu puisses nous en dire euh, euh, quelque chose. Je dis bien quelque chose parce que bon, il faut aller le lire, hein, ce bouquin, hein. Il est d'une densité incroyable, mais je voudrais pouvoir t'entendre en parler. Euh, euh, Si tu veux bien, oui, on peut commencer par une première question. Euh, donc le thème de l'ouvrage, le concept clé, c'est la précarité. Alors oui, précarité, c'est un terme dont on entend beaucoup parler, et tu le présentes d'une façon à la fois puissante et originale, et tu viens parler de l'irréversibilité de la précarité. Tu la présentes comme ça, comme si les personnes qui sont atteintes de précarité, c'était irréversible, c'est comme si c'était pas possible de sortir de la précarité quand on y était entré. oui, bah, je te remercie d'abord de cette présentation très très flatteuse et également de ton intérêt aussi pour ce sujet de la précarité parce que je pense que c'est en effet un analyseur de notre époque très puissant parce que je crois que les processus de précarisation touchent à la fois tous les pans de la société, bien entendu plus fortement encore dans les milieux populaires, mais ça touche aussi les conditions de travail, la manière de travailler, la manière de penser son travail, la manière de mener sa vie sociale. Tout cela se précarise. Et je crois que le concept de précarité nous permet de mettre un nom, de mettre un mot, de mettre des idées derrière des choses qui nous arrivent. C'est le propre de la philosophie sociale, de penser ce qui arrive socialement, et on ne peut agir que sur ce qu'on pense. D'où l'importance, à mon avis, d'avoir une compréhension fine. Et tu commences par l'irréversibilité. Je crois en effet que c'est l'aspect majeur de la précarité, hein. C'est que la précarité, c'est quelque chose qui dépasse le sujet. Le sujet qui est en proie à la précarité, il se retrouve dans une situation où finalement il ne peut pas s'en sortir par ses propres moyens, et une situation également dans laquelle toutes ces tentatives de s'en sortir malgré tout vont l'épuiser et en l'épuisant, vont creuser encore un petit peu plus sa précarité, hein. C'est-à-dire la précarité fait elle-même son propre lit, c'est-à-dire celui qui est précaire est dans un processus. Et en fait, cette précarité n'est pas comme un handicap qu'il aurait, ce n'est pas comme un ensemble de désavantages, ce n'est pas comme un ensemble de problèmes dans la vie, de traumas qu'il faudrait surmonter. Cette précarité devient dès lors une situation, une logique dans laquelle il tourne en rond et dans laquelle finalement sa condition, son existence, l'existence du précaire empire. Cette irréversibilité, il faut bien la comprendre également comme un enfermement du sujet dans lui-même.
hein. Je crois que la précarité est définie notamment par des psychiatres comme Jean Furtos comme une tendance à l'auto-enfermement. Et on trouvera plein de facteurs pour expliquer la précarité et de quoi elle se nourrit, mais on va toujours trouver cette logique d'enfermement, c'est-à-dire que le précaire est finalement prisonnier de cette idée tellement moderne qu'il faut s'occuper de soi, qu'il faut s'occuper de ses problèmes, qu'il faut s'occuper de soi, qu'on n'a pas de temps, qu'on n'a pas de temps à perdre pour la vie sociale, pour les problèmes des autres, pour la politique, pour la culture, pour la rencontre, pour les projets, pour la vie, la fantaisie. On n'a pas de temps. Et le précaire est requis. Il est requis par sa situation et le fait qu'il soit requis, bah, finalement, ça vient remplir toute sa vie et du coup, il n'y a pas de disponibilité. Je crois que ce qui pourrait permettre de sortir de la précarité, c'est la disponibilité, mais que justement, le propre de la précarité, c'est d'effacer toute possibilité de disponibilité. Ça peut paraître étonnant aux travailleurs sociaux parce que quand ils ont affaire à des publics précaires, ils se disent, bah, ma foi, j'ai affaire à des gens qui n'ont pas Oui, d'emploi, des gens qui, a priori, auraient tout le temps du monde, puisqu'ils sont exclus de tellement oui, de choses. Et en fin de compte, on n'arrive jamais à les coincer, on n'arrive jamais à pouvoir avoir une rencontre qui était programmée qui se réalise, on n'arrive pas à c'est ça. valider les étapes d'un projet parce qu'il va y avoir une indisponibilité Oui. totale. Mais alors, c'est assez terrible ce que tu es en train de nous dire là, parce que c'est un peu comme si, quand tu parles d'enfermement du sujet sur lui-même, tu l'exposes très Oui. clairement. Mais alors, à t'entendre, c'est comme si la personne qui est coincée dans cet état de précarité, elle devient l'acteur de sa propre précarisation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que C'est c'est, terrible. c'est terrible, mais finalement, tous ces efforts, tout ce remue-ménage qu'elle va faire pour essayer de s'en sortir, eh bien, petit à petit, va l'enfermer dans un espace de plus en plus clos. Hein, ça va être, Oui, on va plus sortir de la ville et de ses oui, environs, on va c'est plus ça. sortir de son quartier, on va plus sortir à la fin de son appartement. L'espace se rétrécit, le temps se remplit, l'espace se rétrécit, et c'est dans l'agitation. Parce que le précaire n'est Oui. ni oisif, ni paresseux, ni inactif, Mm. ni inemployé. Il est au contraire débordé par un ensemble de tâches. On pourrait prendre des images, tu vois, l'image, c'est une image freudienne d'ailleurs, c'est Freud qui utilisait cette image, mais à un autre sujet, l'image d'une personne qui tiendrait un empilement de boîtes de conserve, tu vois, dans ses bras, et Oui. qui en a fait tomber une par terre, et qui voudrait ramasser la boîte de conserve par terre, mais évidemment, à chaque fois qu'elle se penche Ben oui. pour ramasser la boîte de conserve, les autres boîtes de conserve dégringolent. Et c'est ce qui est terrible dans la précarité, parce que finalement, elle est pas vue comme un problème sociétal majeur, même si elle inquiète effectivement même les dirigeants, les gouvernants, les structures sociales, mais elle n'est pas vue comme un problème spécifique, parce qu'on a l'impression qu'elle est composée de choses qu'on peut régler. Le Oui. précaire, après tout, il a des problèmes comme tout le monde. Il a des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes d'éducation, des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes de toutes sortes. Mais pris indépendamment, chacun de ces problèmes aurait au moins C'est ça. théoriquement une solution. C'est Et ça. le travail social classique pense problème, solution. On vient avec un problème de logement, il va y avoir un accompagnement vers des solutions de logement ou d'accès au logement. On arrive avec des problèmes administratifs, il va y avoir un accompagnement vers des rétablissements de droits, des Mm. établissements des rétablissements de situation. Pris indépendamment, tous ces problèmes ont en théorie une solution, mais c'est quand ils sont noués ensemble qu'ils n'en ont plus. Parce que une personne précaire, pour trouver un emploi, va se retrouver confrontée à ses problèmes familiaux. Oui. Pour trouver un emploi, va se trouver confronté à ses problèmes sanitaires. Pour trouver un emploi, va se trouver confronté à ses problèmes éducatifs. Et quel que soit le fil par lequel on va tirer le nœud, eh bien, le nœud va, au contraire, se remplir. On retrouve bien là ton art de la métaphore. Là, tu nous parles, j'aime bien cette image
de la personne qui a les boîtes de conserve dans la main, qui en perd une et qui, en essayant de la rattraper, va perdre les autres aussi, d'une certaine manière. Et je pense aussi à une autre métaphore puissante que tu utilises, c'est que tu parles d'une roue crantée de la crémaillère. Hein. C'est assez infernal. On voit un espèce de, c'est quoi? C'est un gros mécanisme broyeur de personnes sociales. Cette irréversibilité, c'est en effet comme une crémaillère, c'est-à-dire que chaque cran enclenché empêche de revenir de revenir en arrière. à la situation antérieure et ouvre la voie vers une dégradation en cascade. Je C'est prends ça. aussi l'image, tu vois, d'une personne qui a commencé à louper une marche en haut de l'escalier. Tu Oui. vois, Mm. Mm. elle n'est pas tombée tout de suite. C'est ça. Elle essaye encore de se rétablir tout en descendant l'escalier, mais Mm. la chute est inéluctable. À Ouais. partir du moment où la première marche a été manquée, il ne peut pas y avoir de rétablissement en cours. Il y a des compensations, mais il n'y a pas de rétablissement. Et en fait, c'est tout l'escalier qui va être C'est dévalé ça. Ouais. après la première marche. La précarité fonctionne de cette manière-là. Cette irréversibilité, elle est liée à l'isolement, à la solitude dans lequel le précaire s'enferme. Et c'est justement cet isolement et cette solitude qui l'empêchent, qui lui font aller dans la mauvaise direction, la direction où il ne peut pas se rétablir. D'accord, mais alors, dans tout ça, l'action sociale, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, tu disais il y a un instant qu'il y a des réponses qui peuvent être données par l'action sociale, mais des réponses ponctuelles, parcellaires, par rapport à une problématique d'ensemble. Mais c'est pire que ça l'action sociale, la politique sociale actuelle, elle apparaît complètement à côté de la plaque. Et là encore, tu passes par une métaphore. J'ai envie de citer ton passage là parce que ça fait partie des passages qui m'ont vraiment interpellé, marqué, donné envie d'engager cette discussion avec toi. Tu nous dis par rapport à la politique sociale actuelle, c'est comme si l'hôpital mettait à la rue des blessés graves pour soigner en priorité les bosses et les petites coupures, comme si les pompiers refusaient de se rendre sur les lieux d'un incendie en assurant que la grande échelle serait réservée aux chats coincés dans les arbres. Alors, Laurent, est-ce que c'est vraiment à ce point-là aujourd'hui, je dirais au-delà de l'élégance hein, de la métaphore, est-ce que tu n'exagères pas un peu? J'ai l'impression d'exagérer quand j'expose les choses de cette manière-là, mais en même temps, tu vois, des textes que j'ai pu écrire il y a 10 ans, 15 ans, ce qui n'est pas le cas, ce livre est plus récent, mais malgré tout, je vois bien que c'est comme l'irréversibilité de la précarité, leur actualité ne fait que se renforcer au fur et à mesure que de voir l'évolution des pratiques institutionnelles et sociales. À quoi je fais allusion? Je fais allusion que les institutions aussi font face à la précarité. Précarité de leurs moyens, Mm. mais moyens financiers, mais également moyens humains. Précarité pour recruter des équipes, pour avoir des équipes complètes, pour mener des projets. Et cette forme de précarisation des institutions, évidemment, vient s'enclencher avec les parcours de précarité individuelle et vient comme en miroir amplifier le phénomène. C'est-à-dire que les institutions vont se concentrer sur des micro-objectifs. Ils veulent des C'est ça. progrès, les institutions veulent des résultats. Et c'est cette recherche de micro-objectifs de progrès, de résultats, cette difficulté des institutions à se réformer elles-mêmes, qui est finalement en miroir de la difficulté des publics précaires à se sortir eux-mêmes de leur situation, eh bien, cette dynamique des institutions vient amplifier encore le problème en renvoyant sans cesse les précaires à des non-solutions de leurs problèmes. Hein, c'est-à-dire que les institutions vont avoir tendance, pour conforter leurs résultats, pour avoir quelque chose de positif, pour avoir des facteurs positifs à mettre en avant, à se concentrer sur des toutes petites choses sans aucune visibilité de la globalité de la situation. On peut réussir un accompagnement dans un dispositif en laissant la personne dans la même précarité à la fin, alors que tous les objectifs ont été validés. Ouais. Hein. Et c'est vrai qu'on voit d'une certaine manière la recherche de validation des projets, des objectifs prendre la place de
juste regarder la situation, juste voir où en sont les gens et est-ce qu'ils sont en train de s'en sortir ou pas? Est-ce qu'ils sont en train est-ce qu'ils connaissent une véritable ouverture, une véritable avancée dans leur vie ou pas? On n'a pas ce regard. Hein. On va juste se dire qu'à la fin de la prise en charge, il y avait une inscription. À la fin de la prise en charge, il y avait une orientation. Et c'est ça qui est positif. Mais il n'y a plus de regard. Il n'y a plus de regard sur la globalité de la situation. Oui, tout ça vient se combiner avec une autre composante majeure des fonctionnements institutionnels modernes que tu viens fustiger, c'est les pratiques d'évaluation, hein, Oui. telles qu'elles sont développées depuis pas mal d'années. Bon, on parle de la loi de 2002, c'est peut-être un petit peu le jalon hein, qui a marqué une évolution, ou peut-être on pourrait dire une involution à ce niveau-là. Et ces pratiques d'évaluation qui envahissent à tous les niveaux l'action sociale, les pratiques sociales, tu viens les assimiler à une fonction de tri. Ça m'intéresse particulièrement que tu viennes nous parler un peu de cette orientation de l'évaluation moderne, ou cette réduction à une fonction de tri. Fonction de tri et fonction finalement de venir vérifier les prédictions. C'est-à-dire qu'à l'entrée des services sociaux, des accompagnements, des institutions, ceux qui étaient bien partis pour s'en sortir s'en sortent. Et ceux qu'on Non. avait repérés comme représentant une difficulté pour la structure elle-même, un enjeu, je dirais, un défi pour les pratiques, l'organisation, eh bien, viennent vérifier que ce n'est pas la structure appropriée, qu'il faut une autre orientation. Effectivement, ce tri, il intervient, je dirais, à chaque fois que les acteurs sociaux sont en difficulté. Tu sais, moi, j'ai été enseignant pendant longtemps et j'ai remarqué ce qu'on appelle quelque chose qui est très vrai dans le monde enseignant et qu'on appelle un peu alors je ne connais plus le tri morbide, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire le fait que pour tout enseignant, quel que soit le groupe d'élèves qu'il a devant lui, et qui peuvent être des élèves plutôt en difficulté pour des raisons socio et économiques locales, ou même des élèves favorisés et plutôt compétents dans d'autres lieux, il aura quand même tendance à répartir son groupe en trois sous-groupes. Il verra des bons, il verra des moyens et il verra des mauvais. Ouais. Hmm. Et quel que soit, et alors peu importe si les individus qui sont dans un sous-groupe face à lui, dans un autre contexte, seraient dans le sous-groupe supérieur ou dans le sous-groupe inférieur. Quoi qu'il arrive, il verra ce tri morbide, il verra cette séparation entre bon, moyen, mauvais. Pourquoi? Parce que c'est la manière c'est la manière dont il se représente les limites de sa fonction, de ses compétences et de ce qu'il peut faire. Il se met à enseigner, il se met à éduquer, mais immédiatement, pour ne pas se confronter à une situation qui lui paraîtrait trop complexe et trop difficile, il va avoir envie il va être porté à faire cette distinction en trois groupes. Oui. Et ça, je pense que les institutions, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu généralisé dans les institutions et chez les acteurs sociaux. Euh, mais cette fonction de tri, elle intervient toujours pour sauvegarder l'image de l'institution. Parce que finalement, ce qui Oui. va pousser les institutions à faire ce que tu lisais dans ce passage, c'est à se débarrasser de ce qui la met en C'est difficulté. ça. Hmm. Ce qui va pousser une institution à faire ça, c'est toujours pour sauvegarder une image de son métier, une image positive de l'institution, une image positive du travail, des missions, des valeurs. Pour pouvoir sauvegarder cette image-là, on va sacrifier. On va sacrifier ce qui viendrait tout mettre en difficulté, ce qui viendrait trop interroger les pratiques, ce qui viendrait trop remettre en cause l'ordre institutionnel, l'organisation. Et donc, du coup, on va opérer ce tri pour sauvegarder l'essentiel.
Le truc aussi, c'est que finalement, les pratiques d'évaluation dont tu parlais, qui se généralisent, elles sont concomitantes d'une perte de la professionnalité Hmm. de la science de son propre métier. Là, pour le coup, je me réfère à Bernard Stiegler. La question de la prolétarisation, je trouve que particulièrement la prolétarisation actuellement atteint l'enseignement et le Hmm. travail social. Hein, c'est-à-dire, on voit de plus en plus des travailleurs sociaux et ça vient pas tellement d'eux, qui sont réduits par leur structure, leur institution, les modes de management et les modes de gouvernance, qui sont réduits à des fonctions, à des toutes petites fonctions, à des tâches et à des fonctions, et qui perdent la science de leur travail et le point de vue de leur travail, et du coup même aussi l'appétence, du coup, pour un travail qu'ils ne peuvent plus percevoir comme quelque chose de total, de global et qui a du sens cet émiettement du travail en tâche, censé augmenter la productivité, censé augmenter l'efficacité, fait évidemment perdre la maîtrise de son savoir de son savoir-être et de son savoir-faire. Oui, alors, et alors du coup, il y a un effet une articulation, un effet de boomerang entre cette perte de professionnalité et puis ce développement outrancier de la fonction de tri qui vient peu à peu remplacer le concept d'évaluation qui, lui, quand même, est c'est pas rien, le concept d'évaluation. Ce que j'entends, ce que je vois bien en travers de ce que tu dis, c'est le moment où l'évaluation qui devrait être centrée sur les personnes pour lesquelles on travaille, les personnes qui en ont besoin, ce qu'on peut appeler l'évaluation clinique, elle est Oui, remplacée par une évaluation interne, quoi. C'est l'évaluation absolument. du fonctionnement de l'institution pour l'institution. Et on voit bien là que le processus est remplacé par la procédure. Hein. Exactement. Et ce mécanisme infernal, euh, il est très bien montré dans ton ouvrage et il y a un passage que je voudrais citer parce que là, il y a aussi une pointe d'humour qui perce et puis je t'en remercie parce que c'est bien de pouvoir s'autoriser un sourire sur des sujets qui sont pas rigolos du tout. Et je voudrais citer ce passage parce que c'est un de ceux qui m'ont aussi fait rire, hein, mais rire jaune, si j'ose dire. Quand tu parles de on pourrait appeler la procrastination institutionnelle, Oui, tu écris ceci: Il n'est nul objectif crédible, y compris pour les projets éducatifs, qui ait du sens, s'il n'est pas mis en application ici et maintenant, à l'intention de l'autre qui passe. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas après l'inventaire, le bilan, pas après la réunion institutionnelle, ce n'est pas en septembre, en période de crédit, ce n'est pas après le conseil d'administration, ce n'est pas dans un futur lointain si on obtient le budget, ce n'est pas quand la secrétaire, la chef de service et le concierge, ou quand seront revenus le chargé de projet, le comptable, les budgets ou l'avocat, c'est maintenant. Alors, bon, encore une fois, merci pour ce passage-là, mais je pense que ça doit évoquer des souvenirs récents, présents et cuisants à pas mal de professionnels, cette affaire-là. oui, parce que c'est la rage un peu qui fait écrire ça. Tu vois, c'est la rage de voir, d'être aux côtés de gens qui sont dans des situations de détresse administrative, sociale, alimentaire, économique, humaine de toutes sortes, et de voir dans leur face-à-face avec les institutions comment finalement les institutions ne sont pas ce qu'elles sont censées être. Oui, c'est ça. Elles ne sont pas ce qu'elles disent qu'elles sont. Elles ne font pas ce qu'elles disent. Elles ne font pas ce qu'elles sont, ce qu'elles annoncent comme étant leur fonctionnement et leur mission. Tu vois, pendant la période Covid, par exemple, j'ai vraiment eu l'impression, en restant avec les jeunes, avec les adolescents, à Intermède Robinson, qui est resté ouvert et auprès de ses publics, on a eu l'impression que les profs séchaient leurs propres cours, tu vois. Que, que l'institution qui dit qu'elle est obligatoire, qui dit qu'elle est nécessaire, qui dit qu'elle est indispensable, qu'elle est le cœur du projet des enfants, des adolescents, et que d'ailleurs il n'y a nul espoir en dehors d'elle, eh bien cette même institution
On a l'impression que c'est comme Tintin au pays des soviets, que ce sont des panneaux et avec rien derrière. Parce qu'en réalité, oui, il y a la grille, mais une fois, le cours, il n'a pas lieu. Le cours, il est déplacé. Les enfants sont pas si C'est tôt entrés ça. au collège qu'une heure après, on les a mis dehors parce que la journée était finie pour eux, vu le remaniement de l'emploi du temps. Et alors qu'on les embêterait pour 5 minutes, 10 minutes de retard à l'entrée de la grille, voire le fait qu'ils portent une casquette ou un voile, eh bien, 2 heures après, il n'y a aucun problème Ouais, pour les relâcher dans la nature. Et quand on regarde pragmatiquement ce que fait réellement l'institution, ce qu'elle assure par rapport à ce qu'elle annonce, le déficit, le ouais, différentiel, il est ouais. parfois énorme. Et c'est ce qu'on entend hein, quand on entend les parents qui se retrouvent ballottés d'institution en institution, de prise en charge en prise en charge. euh, de demandes d'orientation, de demandes de trouver un lieu, un espace, un accompagnement pour leurs enfants. Quand on écoute le nombre d'empêchements, le nombre de rebonds, le nombre de fois où on les renvoie d'un service à l'autre, où on leur fait attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais l'enfance, elle est passée. L'enfance est passée pendant tout ce temps-là. Et du coup, cette espèce d'attention à la réalité de ce que fait vraiment une institution, je crois que c'est quelque chose vraiment que je dois à la pédagogie sociale et en particulier aux grands pédagogues sociaux. C'est Kortchak, tu vois, qui est capable de dire non, ce qui compte, c'est l'enfant en Ouais. présence. C'est l'enfant aujourd'hui. C'est lui qui compte. C'est pas l'enfant pour demain, c'est l'enfant maintenant. Et c'est maintenant qu'il a 9 ans. C'est ça. Ce ne sera pas l'année prochaine. C'est D'ailleurs, je ne ce sais pas si tu n'utilises maintenant. pas le mot dans ton ouvrage, mais en tout cas, il en ressort. C'est comme s'il y avait une forme de dissuasion. Hein. C'est pas la dissuasion nucléaire, c'est la dissuasion institutionnelle, où en fait la personne qui a besoin d'un coup de main, elle va s'adresser à des services qui vont avant tout trouver la réponse pour donner une non-réponse en fait. Hein. Ça devient un art de la non-réponse. Euh, euh, C'est la multiplication des sas, tu vois. Hein. oui, Et oui, ça se fait à la oui, fois physique, hygiénique, sécuritaire, code, digicode, rendez-vous, prise de rendez-vous sur Internet. Tu vois, c'est en ça. fait, c'est très, très matériel tout ça. Hein. C'est-à-dire, on va multiplier les obstacles, les empêchements, les freins. On va sans arrêt renvoyer, différer la réponse de manière à perdre le maximum de personnes au C'est passage. ça, c'est Ouais. ça. Et Ouais. le maximum de... Alors oui, la- 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 tout, tout ça amène une question. Mais nos institutions là, telles qu'elles fonctionnent, est-ce que tu irais jusqu'à considérer qu'elles sont frappées d'obsolescence? Je crois qu'elles ont oublié qu'elles n'étaient pas là pour toujours et que il est important pour toute institution de ne pas s'imaginer comme une évidence ou comme quelque Ouais, chose qui doit rester et être inamovible. Une pédagogue sociale, Elena Radlinska, disait qu'il ne faut jamais confondre l'institution et, et sa fonction. C'est-à-dire, on a créé des institutions pour répondre à des problématiques sociales à un moment donné de notre histoire sociale, économique, politique, d'un peuple, d'un pays, d'une nation. On a créé des institutions à ce moment-là. Et on a confié des missions à ces ouais, institutions. Mais en réalité, ces institutions étaient la bonne réponse éventuellement c'est à ça. une période donnée. Mais elles ne sont pas forcément Ouais, la bonne réponse et certainement pas dans une période où tout est différent. Et donc, de ce point de vue-là, elle disait, il faut pouvoir détruire les institutions autant qu'en construire. c'est ça. Elle voyait ça comme un processus continu et elle disait, il faut détruire en construisant, parce qu'on ne peut pas abandonner les publics, on ne peut pas abandonner le travail social qui doit être fait, mais il faut donc construire en détruisant et il faut aussi détruire en construisant, parce on ne peut pas imaginer que les institutions seraient inamovibles et qu'elles seraient une fois pour toutes la réponse. Et pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas compter sur leur capacité à se réformer elles-mêmes. Parce que le problème, c'est que les institutions, elles enregistrent bien des difficultés et des problématiques, mais elles ne voient les choses qu'avec leurs lunettes.
C'est-à-dire que, par exemple, l'école ne va voir que du décrochage. Et ne voyant que du décrochage, elle ne Mm. va penser que à comment on va accrocher Ouais. de force ceux qui décrochent. Le problème, mais elle ne se posera pas la question de savoir si le problème, ce n'est pas elle-même. Alors qu'Ivan Illich avait, dès les années 1970, identifié le problème justement de l'école. Mais cette impossibilité de se représenter soi-même comme la source du problème va faire que l'institution va toujours chercher des solutions. Je dirais comme cet ivrogne qui cherche ses clés sous un lampadaire et à Oui. qui on dit, mais est-ce que c'est là que tu as perdu tes Oui. clés? Et l'ivrogne répond, non, mais au moins ici, il y a de la lumière, tu vois. Et les institutions cherchent, cherchent toujours à se modifier là où elles ont de la lumière, mais elles ne voient pas où elles ont perdu leurs clés. Ok, alors ben, merci pour ces éclaircissements hein, sur cette vision de l'institution que tu diffuses dans ton livre et qu'on retrouve tout à fait dans ton propos. Quittons un moment l'institution, revenons vers la personne qui en a besoin. Euh, j'ai trouvé dans ton ouvrage alors, une idée que j'avais jamais trouvée nulle part et que je trouve vraiment complètement dynamique en termes de pratiques sociales et aussi un petit peu révolutionnaire. Ce mot-là ne va peut-être pas te chagriner. Euh, quand tu parles des pratiques sociales, modernes, le mot d'ordre, c'est, alors on sait l'usager au centre du dispositif, ça c'est le post-2002, le vilain langage, mais enfin, on retrouve cette idée qui est en train de se diffuser, c'est que bah, la personne, quand on travaille avec la personne, c'est important, la personne en difficulté, qu'elle retrouve son statut de citoyen, qu'elle puisse accéder à ses droits, hein, avec une notion d'équité sociale. Et là, toi, tu viens dire, Laurent, non, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Non, non. La personne qui vraiment est en état de précarité, hein, puisque c'est bien sur ce thème-là qu'on a, eh ben, elle n'a pas simplement besoin qu'on lui restitue ses droits, qu'on lui donne accès à ses droits. Elle a besoin de se trouver en position de suravantage, de suravantage. Alors, bon, ben, c'est vrai qu'il y a dans une première vision de l'action sociale, on dit bah, donner l'accès aux droits aux personnes, bah, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait leur en donner plus? Il faut en donner plus pour pouvoir compenser justement ce qu'il en est de cette irréversibilité. Et il en faut en donner plus aussi pour je dirais, restaurer la confiance dans la capacité de la société à faire société. Parce que cette confiance dans le fait que la société peut être un endroit qui nous contient, qui nous soutient, elle est perdue. Elle est perdue, elle est mise en, elle est chaque jour saccagée par le vécu, par les obstacles. Et il faut une force au moins aussi grande pour pouvoir restaurer cette confiance dans le fonctionnement social, dans le fonctionnement humain, dans le fonctionnement relationnel. Il faut une force sans limite annoncée. Parce que si on annonce des limites, eh bien, on manque, je dirais, la personne. La personne va se retrouver en danger de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Et je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir risquer l'inconditionnalité. C'est ça. Je pense que cette inconditionnalité est une expérience nécessaire. Alors pourquoi tout ça? Parce que en réalité, on est dans une société où on nous dit sans arrêt que tout va empirer, que les choses vont devenir pires, que ce soit pour les institutions, pour les acteurs sociaux, que pour leur public. On nous dit toujours que demain sera encore plus difficile et que l'avenir sera toujours de plus en plus menaçant. Regardons même l'actualité Oui. actuelle, comment on nous met en situation C'est de constant, hein, c'est imaginer constant. des guerres, Ouais. etc. Donc on est toujours confronté à du pire en permanence. Et je crois que en réalité, pour pouvoir assurer un fonctionnement social, on a besoin d'apporter de la confiance et de la garantie pour sortir justement de la peur.
de la peur. Le problème du précaire, c'est que ce qui l'empêche de se risquer, c'est la peur. Ce qui l'empêche d'établir une relation de confiance avec un acteur social, avec son voisin, avec d'autres membres de sa famille, c'est la peur. Et donc, pour contrer la peur, il faut de la garantie. Et pour ça, il faut pas qu'il y ait de limite annoncée, parce que cette limite annoncée, c'est comme une marque de désintérêt. C'est-à-dire que finalement, non, c'est pas toi qui compte, hein. Ce qui C'est compte, ça. c'est que tu restes dans le processus. Ce qui compte, c'est que tu restes dans le dispositif et tu peux en sortir. Alors que si on dit non, le dispositif, c'est toi. C'est toi le dispositif. Donc, du coup, évidemment, tu seras toujours dedans. Eh bien, cette garantie va permettre à un moment donné de se départir de sa peur. Et en se départissant de sa peur, on peut enfin se rendre disponible à quelque chose, changer quelque chose, et se lancer et se lancer dans des aventures relationnelles, sociales et nouvelles. C'est ça, c'est que pour qu'en fait il puisse se sentir rassuré, cette femme, cet homme qui est dans une posture désavantagée et malheureuse, il faut le dire, il faut qu'il puisse se percevoir en suravantage. Ok. Mais alors je trouve là dans ta vision une reformulation. C'est très systémique cette pensée-là en fait. Oui, Et je oui, oui. retrouve un développement d'une pensée systémique que j'utilise depuis longtemps, c'est l'image du balancier. Hein, l'image du balancier. Quand on œuvre en tant que professionnel de l'aide sociale envers une personne bah, qui est en bave, qui est dans une vie difficile, on prend la position basse. On prend la position basse et il y a une poulie un peu plus haut. La personne au départ, elle est en bas, nous on est en haut, et puis il y a une corde qui nous relie à la personne sur une poulie. Eh bien, on va descendre. On va descendre en faisant l'idiot, par exemple, en faisant comme il s'appelle, là, le- tu sais, le policier là qui fait une série dans laquelle il joue les idiots là. Colombo. Voilà, Colombo, merci, je cherchais. Comme Colombo, hein, on joue les idiots, ou on se donne un statut non pas de personne supérieure, et on descend, on descend et descend. Et comme il y a une corde qui nous relie à la personne, ça la fait remonter elle. Hein. On voit un peu l'image. Mais ce qui m'était pas venu à l'esprit, c'est que pour descendre comme ça, il faut y mettre beaucoup de force. Oui. Beaucoup de force, et c'est vraiment une détermination marquée de la part du professionnel d'œuvrer dans ce sens-là pour mettre deux fois plus de force pour faire remonter la personne parce que quand même elle est engluée dans sa posture. Donc merci pour ce concept parce que c'est vraiment un bel, un bel outil. Et quand je t'entends dire le dispositif c'est toi, on a bien là une reformulation de ce que c'est que l'empowerment, quoi. Et je voulais Oui. t'interroger là-dessus parce que à certains moments, tu écris de façon critique sur le concept d'empowerment. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui, ce concept-là? On en parle beaucoup partout. C'est quoi? C'est une tarte à la crème? C'est une valise? C'est quoi? C'est de la conférence gesticulée, hein, comme on a pu le voir faire ces derniers temps beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est de l'empowerment aujourd'hui en France? Eh bien, l'empowerment, à mon avis, a toute cette ambiguïté qu'il y a entre tout ce qui est émancipateur et tout ce qui est conservateur, tu vois. Par exemple, le concept de liberté. Le concept de liberté est émancipateur, mais il est aussi dans le libre-échange, il est aussi dans le libéralisme, également un concept particulièrement conservateur et réactionnaire. C'est-à-dire, il y a comme ça des mots qui sont à la lisière entre l'ultralibéral et le révolutionnaire et qui sont dans la confusion de l'un ou de l'autre. Tu sais, je remarque souvent que parfois, même là où on met l'adjectif libre, eh bien, on change le mot. Hein. C'est-à-dire que si on parle de libre-échange ou d'échange libre, eh bien, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Selon Oui, l'endroit où on va mettre le même mot, on va oui, changer considérablement son sens. Et il me semble que l'empowerment,
Ça peut être à la fois, en effet, quelque chose qui nous pousse à nous saisir d'une institution, à nous saisir d'une situation, à nous saisir d'un groupe, d'une rencontre, pour dire, nous, les acteurs et les bénéficiaires, on forme une communauté, et cette communauté, elle peut prendre des initiatives ensemble. Ça peut être une prise de pouvoir, et de ce côté-là, l'empowerment serait du côté quelque chose d'émancipateur, mais l'empowerment peut aussi être une morale triste du renvoi à la responsabilité personnelle, hein, c'est-à-dire tu n'as qu'à t'en pouvoir et toi-même, tu n'as qu'à te C'est ça. mobiliser Mm. toi-même. Et d'ailleurs, on va Et de retrouver toi, le ciel t'aidera. c'est ça, et puis on va retrouver ça aussi dans le community organizing, tu vois, d'autres concepts un peu proches hein, qui nous viennent en particulier des États-Unis. Ça peut être très révolutionnaire hein, quand c'est les habitants d'un immeuble Mm. infesté par des rats qui amènent les rats à la mairie en disant, puisqu'à la mairie dit les rats, c'est pas grave, il y en a toujours eu, eh bien, les habitants ont capturé les rats et les amènent à la mairie, ils disent, c'est pas grave, il y en a toujours eu. Et ça, c'est génial. Mais on voit bien que ce community organizing américain repose aussi quelque part sur l'idée que les gens, au final, ils ont que ce qu'ils méritent. Oui, Et que s'ils se bougent pas, s'ils se battent pas, c'est eh ben, ça. ce sera leur faute. Et les précaires, ils vont pas se battre. Ils vont pas se bouger. Hein, Oui, si on annonce une mobilisation, si on dit il faut protester, les précaires, ils ont pas, ils se mettent dehors de ça. D'abord, ils ont peur d'y perdre encore davantage, et ensuite, ils ne croient pas que cette action-là va réellement les aider dans la situation où ils sont. Ils vont pas être mobilisables ni disponibles pour se mobiliser sur leur propre cause, même s'il y a des militants de bon cœur, altruistes, professionnels qui essayent de les bouger, ils vont les décevoir en se mobilisant pas pour leur propre cause parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas que ça va réellement changer quelque chose à leur situation. Donc l'empowerment ambivalent, par qui est-il réclamé? Il est souvent c'est ça. réclamé par l'institution Ouais. et moins souvent par les bénéficiaires. Et donc dans ce sens-là, il est effectivement douteux, alors que son origine du côté du pouvoir d'agir, théorisé par Paulo Freire au Brésil, était évidemment du Oui. côté émancipateur. Mais d'où l'importance de préciser le sens d'un terme quand c'est un Oui. terme clé et je dirais un terme même vital. Euh, Je voudrais aussi t'interroger sur un terme. Alors, tu annonces à plusieurs reprises dans ton ouvrage l'orientation philosophique majeure hein, de ta pédagogie. Tu parles de pédagogie du soin, pédagogie de la libération, pédagogie sociale. Là, on trouve toute une terminologie euh, très cohérente, très claire. Tu viens de nous parler de la dissymétrie, de l'inconditionnalité, du don, de la continualité de l'organisation. J'en dis pas plus, je renvoie les auditeurs à la lecture de ton ouvrage. Mais tout ça est synthétisé dans un concept métaphorique. Hein. Je salue une fois de plus ton art de la métaphore, où tu viens nous parler de la tziganie. Ah Alors, oui. Laurent, qu'est-ce que c'est la tziganie? Alors la tziganie, c'est un terme qui vient vraiment de notre expérience à Intermède Robinson, le centre social, l'association que j'ai cofondée il y a plus d'une vingtaine d'années et qui a la particularité de travailler là où vivent les publics précaires directement dans leur propre milieu de vie, c'est-à-dire pour nous, dans notre environnement banlieusard, c'est-à-dire dans les quartiers, les bidonvilles Roms, donc occupés actuellement en France en tout cas par des Roms roumains, donc des tziganes roumains, et également les hôtels sociaux avec là pour le coup d'autres publics migrants, avec d'autres types de... Et donc cette fréquentation des Roms roumains, la rencontre avec des acteurs de la culture tzigane, bien nous ont amené à réfléchir à la question de ce peuple sans terre, tu vois. Ce peuple sans terre, cette culture sans sol, Oui. et finalement extrêmement résiliente. Extrêmement résiliente. Je me souviens qu'au début, qu'on travaillait dans les bidonvilles, il y avait déjà les expulsions. Les expulsions n'ont jamais cessé, elles se sont même accélérées et elles se répètent à un rythme Mm. effréné. Mais je me souviens d'une personne, d'une jeune fille rome qui disait, nous, on nous casse notre maison, on va la reconstruire 3 jours après. Vous, on vous casse votre maison, qu'est-ce que vous allez faire?
Et effectivement, il y a dans la Tziganie quelque chose qui porte à l'espoir, tu vois, qui est justement pas fondamentalement précaire. Là, on est dans de l'extrême pauvreté, dans des choses extrêmement difficiles, mais il y a, de mon point de vue, puis de mes rencontres, des gens, grâce aux gens merveilleux que j'ai pu rencontrer dans les bidonvilles et en travaillant avec la population rome-roumaine, il y a cette idée que on n'est pas forcément précaire parce qu'on est dans l'extrême pauvreté, parce que finalement, on se laisse pas bouffer par ça. Hein. Il y a un concept en langue tzigane qui s'appelle la bakst ou la bart, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, et qu'on traduirait en français par la chance. Et c'est-à-dire l'idée qu'il peut m'arriver des choses positives à tout moment. C'est-à-dire, l'exemple simple, c'est un jeune Rome, on lui a cassé son bidonville le matin même, il se retrouve à la rue et il trouve par terre un paquet de cigarettes. Et sa réflexion, avec une forme de culture tzigane, c'est de dire, j'ai de la chance. Alors Mhm. nous qui entendons ça, on va dire, quoi, t'as de la chance? Ben oui, regarde, j'ai de la chance. Et j'ai trouvé un paquet de cigarettes presque plein. Et ça, c'est de la chance, tu vois cette capacité à se saisir d'une chance, même dans un milieu difficile, même dans un environnement qui nous paraîtrait complètement détruit, cette capacité à relever la bonne graine, à relever la bonne pousse, à relever la chance, c'est justement quelque chose qui est anti-précaire, qui est fondamentalement anti-précaire comme mentalité. Et c'est ce ziganisme-là que nous avons cultivé dans l'association et qui se faisait aussi écho à notre propre structure organisationnelle. C'est-à-dire on avait différents axes de travail, de projet, et en fonction des financements, on pouvait se retrouver dans l'impossibilité d'accomplir tel ou tel domaine de nos interventions. Mais finalement, notre fonctionnement en archipel faisait que il pouvait pas y avoir de captation ni de destruction institutionnelle. On nous supprimait une subvention, ok, il y avait un truc qui n'existait pas, mais on faisait autre chose. Mhm. On faisait autre chose à la place. Oui. Et donc, du coup, à la fois, on ne pouvait pas être détruit par manque de soutien, et en même temps, on ne pouvait pas être capté par le soutien qu'on avait. Tu vois, c'était non-dépendance et en même temps résilience par rapport à ce que les institutions peuvent exercer comme pouvoir avec ce qu'elles donnent ou ce qu'elles ne donnent pas. Eh bien, merci, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Laurent, on arrive au terme de cette interview. Euh, ben, je dirais ça a été un grand bonheur de te lire. C'est un bonheur qui n'est pas moindre que de t'entendre euh, parler de ce sujet, de ce livre. Moi, je pense qu'il faut te lire et t'entendre. Merci beaucoup. Laurent, j'engage vraiment nos auditeurs à aller lire cet ouvrage, hein, qui, pour moi, fait partie des quelques ouvrages clés de l'action sociale pour les professionnels, les jeunes et les moins jeunes. Et j'en recommande vraiment la lecture. Merci beaucoup, Laurent. Merci Francis. Un grand plaisir aussi pour moi. Au revoir.